Bonjour Monsieur Keller. Bonjour. Je représente le site easydivorce.org qui a pour l'ambition d'aider les gens à passer le cap du divorce. Donc si vous permettez, on va vous poser quelques questions. Quel est le plus gros problème des couples qui sont prêts à divorcer que vous avez pu constater durant les années de votre travail en tant que psychologue? Alors, pour commencer, je dois vous préciser quelque chose. Je ne suis pas psychologue, je suis philosophe. Je m'occupe de philosophie de la communication humaine. Et donc, le point de vue duquel je vois les problèmes qu'on vient me poser sont davantage vus comme des problèmes de communication, plutôt que des problèmes intérieurs, si vous voulez. Cela dit, pour répondre à votre question, il y a de nombreuses sources de problèmes. Mais je crois que le plus important, en tout cas et chronologiquement le premier qui se présente, c'est celui de la personne qui ne sait pas, qui n'a pas encore pris sa décision, quoi. Et c'est souvent là une source de grande souffrance que d'hésiter entre. J'ai par exemple, récemment encore vu une dame qui est mariée avec quelqu'un, qui a des responsabilités, qui se déplace à l'étranger, qui est en mission, qui revient, etc. Elle-même exerce d'importantes responsabilités professionnelles, ce qui n'empêche pas de s'occuper très bien de ses 3 enfants, mais elle ne se sent pas reconnue par son mari. Et quand lui doit se déplacer pour des raisons professionnelles, c'est-à-dire changer de secteur, elle doit suivre avec armes et bagages, et on ne tient pas bien compte de ses propres situations professionnelles, se sent un peu délaissée, pas considérée, etc. Bon, elle me dit même avoir eu une aventure ici et là avec un collègue en passant, voilà. Mais elle ne sait pas ce qu'elle veut. Voilà. C'est la première étape, quoi. Alors une fois cette étape passée, quand la personne se dit bon, ça y est, ma décision est prise, je divorce, alors on se heurte à d'autres choses, quoi, qui sont la culpabilité, la difficulté qu'on a à faire un deuil de la relation, la difficulté qu'on a de conserver de l'estime pour son partenaire, parce que pour faire son deuil, on a besoin de se dire que c'était quelqu'un de pas bien, etc. Et puis il y a tous les problèmes matériels, juridiques, etc. Alors le plus gros problème, je ne sais pas, il y en a des tas, puis c'est variable selon les personnes, quoi. Très bien. Comment peut-on communiquer avec l'ex-partenaire malgré les incompréhensions, et quelles sont les tendances de communication et les principaux barrières pour le dialogue entre les partenaires pendant et après le divorce? Alors, je pense que les obstacles à la communication après le divorce sont les mêmes que les obstacles avant le divorce. C'est-à-dire que pendant et après le divorce, on reproduit les mêmes modes de communication que les modes de communication qui n'ont pas fonctionné pendant qu'on était ensemble, et qui pouvaient même être toxiques, quoi. Alors, pour contourner ces obstacles, il faut ce que j'appellerais de nouvelles règles de communication, de nouveaux modes, quoi. Il s'agit de les trouver. Alors on peut les trouver avec l'aide de quelqu'un. Et lorsqu'on est provisoirement séparé, la séparation aide à prendre du recul par rapport et à froid, trouver d'autres moyens de communiquer, quoi. Est-ce que c'est vrai que très souvent on écoute pour répondre et pas pour comprendre ce que notre partenaire dit? Et si oui, comment peut-on changer cette habitude? Oui, ça c'est un des grands classiques de c'est ce qu'on appelle la mésentente mal entendre, quoi. Et si quand l'autre me parle, je suis centré sur moi, je n'entends pas ce qu'il dit, et quand je dis quelque chose à partir de moi et à partir de mes préoccupations, etc., sans tenir compte d'où les mésententes. Alors le remède, c'est l'apprentissage de la reformulation. L'apprentissage de la reformulation, c'est tu viens de me dire ceci et cela, est-ce que j'ai bien compris ce que tu m'as dit? Et vous me dites non, c'est pas exactement ça, j'ai dit ceci et cela, mais j'ajouterai ça. Ah ok, donc c'est ceci, cela, plus ça. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Et quand j'ai oui, alors je sais que j'ai compris. Et pendant que je m'efforce de comprendre ce que dit l'autre,
j'oublie un petit peu ma radio intérieure qui peut me parasiter, quoi. Alors, il m'arrive, si je prends l'exemple, de faire jouer à des jeux les personnes qui viennent, quand les personnes viennent en couple et qu'elles, soit pour les accompagner, soit pour empêcher le divorce, soit faire qu'elles ne soient pas obligées de, enfin, qu'elles se sentent pas obligées de le faire. Je leur fais jouer un jeu qui s'appelle le jeu du bâton de parole. C'est un jeu qui est inspiré de tribus indiennes d'Amérique ancienne, d'Algonquins, je crois. Et le jeu consiste à prendre un objet, un bâton, qu'on appellera le bâton de parole, et si nous sommes deux à communiquer, je tiens ce bâton, et quand je le tiens, c'est moi qui ai le droit de parler. Et vous avez seulement le droit d'écouter. Voilà. Et je dis quelque chose, une phrase ou deux, et j'attends. Et votre job consiste à reformuler ce que j'ai dit. Si la formulation ne me convient pas, je dis non, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit ça et ça et ça. Et alors vous essayez de reformuler. Et si ça me convient, je dis ok, et je vous tends le bâton de parole. Et après, c'est vous qui pouvez parler, et je n'aurai le bâton de parole que si moi je reformule. On obtient des miracles avec des choses comme ça. C'est très intéressant, effectivement. Ça doit vraiment aider au couple de s'entendre, oui. En fin de compte. Oui. Est-ce qu'il faut d'abord comprendre ce qu'on ressent nous-mêmes et pourquoi on le ressent pour mieux communiquer avec les enfants pendant et après le divorce? Je ne crois pas. Si on a pour but l'intérêt de l'enfant, c'est sur l'enfant qu'il faut se centrer, pas sur soi-même. Tant qu'on fait marcher sa radio intérieure, on n'écoute pas les autres. Comment ne pas voir l'ennemi dans l'ex-partenaire et retrouver le sentiment de gratitude pour les beaux moments que vous avez passés ensemble? Est-ce que c'est possible en soi? Oui. C'est possible, mais c'est très difficile. Pour ne pas souffrir de m'être séparé de l'autre, à un moment ou à un autre, je vais avoir besoin de me dire que c'était pas quelqu'un de bien. Si la personne était si bien que ça, je ne l'aurais pas quitté. Et donc, ça explique des rancœurs, des disputes, voilà, ou des choses que les psychologues appellent de la projection. Donc, des fois, nous sommes en obligation de continuer le dialogue après le divorce, par exemple quand il y a des enfants en commun. Quelle serait la meilleure manière de procéder? Quels obstacles on risque de rencontrer? La meilleure façon de procéder, c'est de se concentrer sur le but, quoi. Si je rencontre mon ex-conjoint et que c'est difficile, mais que nous devons parler des enfants, qui va les garder, comment, etc. Mon but, c'est les enfants et leur bien-être. Et si je me concentre là-dessus, et que j'arrive à me dire, je travaille dans l'intérêt de mes enfants, et je concentre toute mon attention là-dessus, et pas sur la relation avec l'autre, ou sur... voilà. J'agis dans la communication en fonction de ce but. Et c'est bien, mais c'est parfois difficile. Merci. Est-ce qu'il y a des façons pour se préparer moralement pour le divorce? La meilleure manière de le faire, c'est de se concentrer sur son but, quoi. Qu'est-ce que je veux obtenir après? Et d'en déduire ma manière de communiquer, quoi, en fonction de... Il y a beaucoup de couples qui ne divorcent pas malgré qu'ils sont malheureux ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable ou peut-être mieux vaut laisser l'autre et surtout soi-même tenter sa chance de retrouver le bonheur ailleurs? Je dirais que c'est une question personnelle. Et que... Enfin, quand la personne me pose ce type de questions, je ne donne jamais de réponse. Hein. J'aide la personne à peser le pour et le contre, mais je n'influence jamais les choix. Et quelquefois, je suis surpris par la décision qui est prise, finalement. Et la personne me dit, finalement, je vais faire ça. Je ne lui ai rien dit, et elle me dit, je vous remercie de m'avoir aidé, et je vous remercie de m'avoir rien dit. De ne m'avoir pas dit qu'il fallait faire plutôt ceci que cela. D'accord. On dit que les femmes ont plus du mal à vivre le divorce que les hommes. À quel point est-ce que c'est vrai? Je ne crois pas que ce soit vrai. L'impression que j'ai, c'est que d'une façon générale, enfin au moins dans notre pays, les femmes sont plus fortes que les hommes.
l'impression que j'ai. Donc les hommes sont plus sentimentaux, on peut dire ça? Quand l'amour n'est plus là, la femme qui est dans le ressenti, sait dire sans problème, c'est fini quoi. D'accord. Comment peut-on se reconstruire moralement après le divorce et comment gérer le bagage émotionnel que nous avons acquis? Ouais, ben, je dirais, enfin, c'est comme dans tous les processus de deuil quoi, en investissant ailleurs, hein, dans son métier, dans l'amitié, dans d'autres activités, dans une nouvelle relation, évidemment dans un nouvel amour, si. Je connais une personne de 33 ans qui a 2 enfants et qui a peur de divorcer car elle pense qu'elle ne retrouvera plus un homme à cause de son bagage. Donc elle reste malgré qu'elle est malheureuse dans son mariage. Et est-ce que cette peur-là a une base réelle? Ou doit-on rester marié à quelqu'un avec qui ça se passe mal parce que nous avons peur de la solitude? Il y a des moyens de surpasser ça. Alors, la personne a conscience de cette peur ou elle n'a pas conscience de cette peur? Elle peut dire « ah j'hésite », etc. Non. Et à ce moment-là, je peux lui dire « est-ce que vous craignez quelque chose ?» Et si une peur apparaît, je peux lui demander « est-ce que vous voulez que je vous aide à travailler sur cette peur ?» Et à ce moment-là, je travaille avec elle sur la peur. Et si elle voit sa peur autrement, ou si elle l'éprouve moins parce qu'elle se dit autre chose à propos de ce qu'elle dit, elle prendra sa décision plus sereinement, quoi. Pour finir, d'après vous, quel est le secret pour retrouver le bonheur et la paix intérieure après le divorce? Il n'y a pas de secret. Le bonheur après le divorce et le bonheur avant le divorce, c'est la même chose, quoi. Or, quels sont les moyens du bonheur? Ils sont connus dans la philosophie antique depuis au moins 25 siècles, quoi. On trouve d'excellentes choses là, chez les stoïciens, chez Épictète, chez les épicuriens, chez Chuang-Tzu, chez Bouddha, chez Confucius, etc. Je vous citerai 2 choses. Un, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les évaluations que nous portons sur les choses, ce que nous disons des choses. Ça, c'est Épictète qui le disait il y a 2000 ans environ. Et un autre, alors plus récent, la solution au problème que tu vois dans la vie, c'est une façon de vivre qui fasse disparaître le problème. Ça, c'est Wittgenstein, 20e siècle. Philosophie veut dire philos, aimer, sophia, sagesse. Aimer la sagesse. Mais à l'époque, dans la philosophie antique, la philosophie n'était pas une réflexion sur des concepts. La philosophie était une manière de vivre. Alors, si j'ai soif, je trempe pas mal, je prends une gorgée, là, et puis je laisse le reste. Et si j'ai encore soif, un peu plus tard, j'en prends une autre. J'apprends à me comporter comme ça, avec sagesse, avec modération. Voilà. Le secret du bonheur, c'est par des petites choses comme ça. Merci beaucoup.